Sylvie et moi, on anticipait avec beaucoup de plaisir cette rencontre ce matin avec Geneviève Rochette. Bonjour Geneviève. Bon, bonjour. Ça a été, Moi-même, je suis très, très contente. ben, je comprends que tu dois en même temps être très, très fébrile parce que ce roman est ton premier, Oui. bien que tu l'aies déjà écrit pour le théâtre, pour les jeunes, pour le jeune théâtre aussi. Mais là, devenir romancière, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est passé parce que tu écris depuis un moment. Oui, en fait, c'est un projet ouais, de longue haleine parce qu'au départ, moi, suite à la mort de ma grand-mère, parce que le personnage de Théolia, Olia, dans le roman, est beaucoup inspiré de ma grand-mère, bien que c'est une fiction, là, je tiens à le préciser quand même. Mais elle est morte en 2007 et c'est depuis sa mort que je souhaite faire un portrait plus ou moins d'elle. Puis au début, je savais pas trop comment. Je pensais à un scénario parce que j'avais fini mon cours à l'INE en scénarisation. Et puis le projet a pris forme et tout ça. Et puis ma mère est décédée et là, on dirait que ça m'a coupé un peu les ailes parce que là, il y avait beaucoup de, Ben oui. et en 2015, j'ai décidé d'écrire un roman plutôt que un scénario. Et là, ma sœur est décédée. C'est vraiment, je me dis, non, je ne toucherai plus à ça. Et j'avais dit à un ami guadeloupéen avec qui j'avais un projet en théâtre que j'avais parlé de ce projet, donc autour de ma grand-mère. Puis j'avais dit, mais la Guadeloupe devient comme un tombeau pour moi. Puis il m'avait dit, oh non, 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 la Guadeloupe n'est pas un tombeau. Et c'est lui qui m'a initié donc au fil à eau. Il dit, Ouais. la Guadeloupe est beaucoup plus large que tu crois. Et tes morts, ils sont avec toi. Et donc ça a été ça un peu Mais pourquoi donner comme titre Au Oui, un fil fil à à eau? eau. Ben parce que justement, en Guadeloupe, quand quelqu'un meurt, on dit il est monté au fil à eau. Puis le fil à eau, ben, le fil à eau, d'abord, c'est un arbre. C'est un arbre magnifique qui ressemble un peu à un pin. D'ailleurs, je pense que c'est un pin australien, le nom de le fil à eau. Mais les gens, c'est un peu l'image, le mort grimpe à l'arbre pour rejoindre le ciel. Mais c'est aussi un espace où c'est les morts, en fait, on, on habite avec eux d'une certaine façon. Donc, au Filao, ça dit un peu que bon, la Guadeloupe est plus large que les limites de son territoire. Et ces gens-là, quand on apprend c'est aussi se réconcilier avec la mort d'une certaine façon, puis de se dire que ben non, ils sont là, ceux qu'on a aimés, qui sont partis, qui sont montés au Filao, mais ils sont là pareil. Ils nous habitent, on habite avec eux, on partage l'espace avec eux. Voilà. Alors, si tu nous racontes l'histoire en nous parlant des différents personnages de ton roman. Ben, en fait, c'est ça que quand je dis Olia, le personnage de cette grand-mère, elle réunit auprès d'elle son fils qui vit à Paris et sa petite fille qui vit à Montréal pour les réconcilier véritablement avec un passé, un lourd passé, mais dont la poésie a fait œuvre un peu de lien. Et le personnage d'Honoré, qui est le père de Inès, donc lui qui vit à Paris, elle qui vit à Montréal, ben, il a vraiment encombré un peu la réalité de Luby, parce que c'est un romancier, puis il a essayé un peu de taire un passé qu'il voulait occulter d'une certaine façon. Donc, c'est un peu ça que Olia, c'est comme si elle avait pris le parti de dire non, il faut. Puis c'est vrai, à un moment donné, moi, je crois qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va un peu. Et c'est un peu ça son legs, son héritage, qu'elle souhaite donner, en fait, par amour beaucoup à sa descendance, à son fils et à sa petite fille. Donc, de les réconcilier avec ce lourd passé. Donc, je ne veux pas non plus rentrer dans les détails parce que, bon, il y a des choses qui sont révélées plutôt à la fin, mais c'est aussi de dire à cet homme-là, qui est son fils, que ça, il n'a pas à avoir honte de où il vient, en fait. Absolument. Et je trouve, et je pense qu'il faut le dire, il y a un lexique parce que le roman est truffé de mots et d'expressions qui pour nous, là, c'est incompréhensible. Alors, à la toute Ouais. fin du roman, tu as mis un lexique qui nous donne des clés pour ouvrir et comprendre ce qui se dit par moment. Et ça, je trouve ça intéressant que tu sois allé dans cette direction-là aussi. Tu nous Mais rapproches de ta culture.
Mais je trouvais ça important aussi de pas de pouvoir donner un peu les échos de cette langue qui pour moi est très belle. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le créole qui justement juste le au fil à eau pour moi c'est quelque chose d'assez évocateur, d'assez beau. Mais je me suis arrangée quand même à chaque fois pour qu'on comprenne. On n'est pas besoin nécessairement de comprendre le mot à mot, mais dans le contexte, on comprend ce qui est dit. Puis ceux qui veulent vérifier vraiment, ben ils ont le lexique pour pouvoir vraiment vérifier les mots. Puis, mais ceci dit, je pense dans le contexte, on comprend toujours ce qui est dit, là. C'est pas sorcier. Et le créole, quand même, quand on le lit, c'est très proche du français. Il y a quand même quelque chose de très... Mais C'est presque lit. il faut le lire à haute voix. Ça aide, ça. Oui, Alors, quand tu lis exactement. les textes et les mots et que tu les prononces à haute voix, là, tu dis, ah, OK, je comprends. Mhm. Tu sais, Ouais, enfin, généralement, quand on s'intéresse à Haïti, euh, on est porté à faire ça, tu sais, répéter à haute ouais, voix pour avoir ne serait-ce que la sonorité des choses. Parce qu'il y a tout à là-dedans, fait. il y a une beauté des mots, là, il y a une beauté des expressions, il y a une beauté dans la façon de formuler la syntaxe et la forme. Ouais, tout à fait. Puis moi, en fait, moi, j'ai beaucoup ma grand-mère était la seule personne qui me parlait créole et à qui j'osais parler créole. De son vivant, avec ma mère me parlait en créole des fois, puis je répondais en français. Mais ceci dit, même son français était créolisé, c'est-à-dire que puis le chant du créole, puis ça, je l'entends encore. Puis quand des fois j'écrivais, je l'entendais vraiment. C'était quelqu'un de très coloré, ma grand-mère. C'était un personnage en soi, là, mais voilà, donc j'aime cette sonorité-là, j'aime l'esprit aussi. Ils ont un esprit très à un moment donné, je relate quand elle dit avant nous t'es assis bouquette, à présent nous assimiler, en parlant de toute l'assimilation qui a eu lieu après quand Césaire a un peu imposé cette forme. On est passé du colonialisme à l'assimilation, mais l'expression avant nous t'es assis bouquette, avant on était assis sur un bouquet et un âne, à présent assimilé, on est assis sur un mulet, mais milé en créole. Elle est Mhm. extraordinaire, cette expression. Ça Ouais. dit tellement tout de façon tellement ironique que je trouvais ça chouette de l'introduire là-dedans. Et ce roman, il va être disponible quand, Geneviève? Dès mercredi, le 12, donc demain. Ouh là là! Et il y a un lancement de prévu? De quelle Oui, façon? le lancement a lieu donc le lendemain, le 13. Il y a un premier lancement au bar Sans Nom sur l'avenue du Parc à 18h30, le 13, et la semaine d'après, le 19, à l'île Noire. Là, je serai accompagnée. En fait, on est trois à faire, à, à mettre nos livres sur la table. Il y a Stanley Péan avec son Crépusculaire, que j'ai très hâte de lire, je pense qu'il sortait aujourd'hui, ou en tout cas, je sais que la semaine dernière, il disait que ça, d'un jour à l'autre. Et Killing Young avec son John John, donc deux livres, Stanley et Young, qui se passent en Haïti. Stanley, c'est un recueil de nouvelles et John John, c'est une bande dessinée. C'est Et amusant. donc, c'est un peu sous le thème des tropiques à main libre. Ah ben c'est ça, parce que c'est à l'île Noire en plus, alors il y a une Oui, espèce de communion très colorée là, pour John. exactement, exactement. Et ces deux lancements sont ouverts au public. Oui, tout à fait. Parfait. On a très hâte, justement. Mais c'est drôle, moi, c'est ma première expérience, vraiment, où là, puis on se met toujours un peu à nu, mais bien que ce soit une fiction, il y a quelque chose quand même de personnel dans ce qu'on écrit. Donc, c'est comme un blind date. C'est vraiment spécial. Puis par la suite, Geneviève, est-ce que tu vas être dans les salons du livre? Ben, j'imagine. Ben, j'espère bien, oui. Encore là, je suis une néophyte, hein, fait que je sais pas trop Mhm. comment ça se passe, mais moi, je demande pas mieux. Moi, j'aimerais ça, oui. Ben, on va suivre cette Ben, c'est actualité-là. clair, c'est clair. Et puis, si on parle de tes projets de comédienne, parce qu'on t'a bien connue dans La Galère il y a quelques années, et puis d'autres rôles qu'on a vus à la télévision et puis ailleurs, quels sont les projets pour Mais toi? les projets, là, à la fin du mois, je commence sous la direction de Geneviève Rioux, une amie que j'aime beaucoup, que j'admire, qui a fait donc, elle fait la deuxième saison de sa série Moi, j'habite nulle part. Et donc, on commence à la fin du mois. Et sinon,
Je sais qu'il y a un lien familial aussi qui va être diffusé sur Radio-Canada. Et moi, je me donne du temps parce que moi, j'ai fini un bac en histoire, puis là, je suis à la maîtrise et c'est long, c'est un long processus, mais là, je suis en train, je me suis donné du temps pour finir d'écrire mon mémoire de maîtrise en histoire. Et donc, ça va être ça un peu ma session d'automne parce que je pense encore en termes de session. Donc, c'est un peu ça, mes projets, Étant donné, dans l'avenir, rapproché. étant donné, Geneviève, que tu es passée par l'INIS en scénarisation, est-ce que dans le processus d'écriture d'Ophilao, tu as pensé éventuellement peut-être à le porter à l'écran? J'aimerais ça peut-être, effectivement. Oui, c'est quelque chose que je caresse et c'est pas, les portes sont ouvertes. Oui, Moi, c'est quelque chose que j'aimerais. je dois te demander parce que tu as fait une collaboration avec l'OSM. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ben, étant musicienne, c'est sûr que ça vient me toucher. Ben, ça, c'était au début des années 2000 où il m'avait engagé dans un premier temps pour faire la mise en scène d'un texte qu'ils avaient sur la bande dessinée et les orchestres symphoniques. Puis, de fil en aiguille, j'avais aussi travaillé, je leur avais proposé un texte, en fait, sur Euterpe, une des muses, et on avait travaillé ensemble, on avait collaboré. En tout, j'ai fait 3 spectacles avec eux. Et Euterpe, quand j'ai fait ce spectacle-là, je m'étais donné le rôle d'Euterpe en plus. Mais, hein, quand même, on va se donner le beau jeu. Et je me souviens que c'est une des expériences de scène les plus transcendante que j'ai vécue. J'étais nu-pied sur scène en muse et je me promenais dans l'orchestre qui jouait avec la musique qui me rentrait littéralement dans le corps, avec un orchestre symphonique. C'est une des expériences là, vraiment les plus extraordinaires que j'ai vécues. Et c'est beau parce que moi, j'ai fait du théâtre pour enfants aussi. J'avais une compagnie avec Emmanuel Bilodeau, Myriam Lagarde et François Chénier. Puis c'est un public intransigeant, mais quand on les a, les jeunes, il y a quelque chose de tellement magique. Et ça, l'orchestre, moi, j'ai vu la fascination des enfants, des jeunes face à un orchestre symphonique. C'est extraordinaire. Faut pas les priver de ça. Moi, il y a vraiment, là, il faut vraiment être vigilant avec ça parce que quand on peut justement leur offrir ce type d'expérience culturelle, c'est des gains c'est des citoyens plus complets selon moi après, c'est clair. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture de livres ou de scénarios ou dans l'air, là, ou Ben, moi, en fait, j'aimerais écrire un essai, mais c'est vraiment très embryonnaire, là, mais ouais. En ce moment, je suis beaucoup dans l'écriture de mon mémoire, donc on dirait que j'ai pas la place là, mais j'ai un projet peut-être lié aussi à mon mémoire qui est beaucoup sur les origines du théâtre occidental, puis donc beaucoup dans les mythes, puis le mythe de Prométhée est un mythe que je trouve fascinant. Et donc, moi, c'est là-dessus que j'aurais envie d'écrire. Alors Geneviève, je rappelle que tu lances officiellement dans quelques heures ton premier roman. C'est Ophilao. Et en même temps, il y a sur la couverture, que je vais mettre immédiatement en image, il y a cette maison et j'aimerais que tu me racontes d'une certaine façon, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle a de symbolique cette maison-là pour toi? Ben, c'est la case traditionnelle créole. Là, c'est sûr on voit une case qui est très élaborée, c'est-à-dire, mais la case classique, elle a ses 2 portes en avant, souvent une petite fenêtre sur le côté. Là, on voit qu'elle a un étage supérieur, mais c'est vraiment la case traditionnelle. Et dans le roman, Théolia veut récupérer cette vieille case qu'elle avait construite avec sa mère quand elle était toute jeune. Et pour moi, il y a quelque chose de symbolique dans la case. Ça fait partie du patrimoine des Antilles. À chaque fois que je vois une case laissée à l'abandon et détruite en Guadeloupe, ça me fait toujours un pincement au cœur parce que c'est vraiment le patrimoine des Antilles. Et je trouve ça important de les garder. Donc, celle-là, on voit que c'est une case restaurée. Et c'est un peu ce qui arrive à la fin du roman. La case est restaurée. Et c'est vraiment faire honneur à la mémoire, je trouve, que de restaurer puis de les garder, ces cases aux Antilles, en tout cas. Alors, tout ça est publié, ce roman et cette très belle histoire guadeloupéenne.
c'est main libre et je te Oui. souhaite un bon succès et surtout une continuité dans l'écriture. Merci. Merci beaucoup, Winston. Ça me fait Merci, vraiment plaisir. Geneviève. Merci beaucoup.